Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Historique, collection dirigée par Vincent Lagnol, avec Bruno Péquignot et Denis Rolland. La collection historique a pour vocation de présenter les recherches les plus récentes en sciences historiques. La collection est ouverte à la diversité des thèmes d'études et des périodes historiques. Elle comprend 3 séries. La première s'intitulant Travaux est ouverte aux études respectant une démarche scientifique, l'accent est particulièrement mis sur la recherche universitaire, tandis que la deuxième intitulée Sources a pour objectif d'éditer des témoignages de contemporains relatifs à des événements d'ampleur historique ou de publier tout texte dont la diffusion enrichira le corpus documentaire de l'historien. Enfin, la troisième, Essais, accueille des textes ayant une forte dimension historique sans pour autant relever d'une démarche académique. Série Travaux, dernière parution. Pierre Peloux, L'esprit du voyage, expédition et découverte, 2022. Pierre Peloux, La fin du voyage? Colonisation, 2022. Éric Sébastiani, Le prieuré de Caillac et le chemin de Compostelle à Gradignan en Gironde, 2022. Gérald Sim, Histoire du collège Pierre Mendès France à La Rochelle de 1964 à nos jours. Une histoire de la priorité, 2022. Denis Rolland, Histoire de l'Harmattan. Jeunesse d'un éditeur au carrefour des cultures, 1939 à 1980, 2022. Éric Bailble, Pour une histoire lexicométrique de l'altérité culturelle. États-Unis et Europe occidentale, 1945 à 1991, 2022. Bruno Geoffray, L'Institution Geoffray, Fabrique des élites, 1837 à 1893, des fils Hugo à Jean Jaurès, L'histoire d'une grande maison du Marais, 2022. Thierry Bressan, Servage, Lumière et révolution en Europe occidentale. Voltaire et le débat sur la main morte, 2022. Hervé Madelin, La conspiration imaginaire, brève remarque sur la Révolution, 2022. Gérard Buttoud, L'expédition d'Alger revisitée, 1827 à 1847, 2022. Thibaut Tellier, Humaniser le béton. Les origines de la politique de la ville en France, 1969 à 1983, 2022. Dédicace. In Memoriam. Mahfoud Kadash, 1921-2006. Première préface. Cet ouvrage est intrinsèque à la reconstitution de la mémoire algérienne et la volonté d'apaiser les passions entre les deux rives de la Méditerranée, dès lors que la France aura accédé au désir légitime de l'Algérie de voir reverser une partie des archives qu'elle détient. Pour ce faire, il faut se référer à l'élément sans doute le plus important de ce livre, l'annexe 2. Il comporte les séries des archives du gouvernement général d'Alger à l'époque coloniale et de celles des départements, dont celui des oasis créé en 1957. Ce n'est pas une mince affaire que ce tri, si l'on considère qu'à Aix-en-Provence où se trouvent les archives nationales concernant les colonies, le seul gouvernement général ne représente pas moins de 10 km linéaires. Je me souviens qu'en 1972, lors d'une visite privée que m'avait réservée en sous-sol le regretté directeur de ce centre, Pierre Boyer, fin connaisseur du Sahara, estimait qu'il faudrait plusieurs vies d'historien pour en venir à bout. Professeur à l'université d'Alger 2, campus de Bouzarea, Meheni Akbal poursuit sa quête de présentation des archives coloniales algériennes. Pour son dernier ouvrage publié à Paris chez l'Harmattan, fin 2021, j'en soulignais dans la préface l'importance, Archives algériennes de la France coloniale, note sur la valeur de l'administration départementale et des services préfectoraux. Joignant la rigueur de présentation à la sobriété du style, ce guide précieux pour tout chercheur est également la suite logique de ses précédents travaux publiés des deux côtés de la Méditerranée, dont Archives algériennes de la France coloniale, doit-on en avoir peur, avec une préface de Rachid Mokhtari, Alger Iber édition 2014, 127 p. Né en 1962, disciple du regretté professeur Mahfoud Kadash, formé à l'université d'Alger, Meheni Akbal est bien une référence en matière de présentation des fonds archivistiques. La récente publication, en novembre 2021, après bien des difficultés et 36 ans d'attente, des indispensables mémoires de l'Agdar Ben Tobal, Mémoire de l'intérieur, par mon collègue et ami Daoud Jerbal,
rappelle que tout historien de la guerre d'indépendance algérienne doit bannir le discours et se méfier de la seule image, qu'elle soit de propagande ou celle de faits isolés. Il doit avant tout mener l'enquête à l'aide de sources primaires, tout en interrogeant les sources publiées et les derniers témoins. Le recours aux archives est donc un passage obligé. En ce sens, ce dernier ouvrage de Méhéni Akbal est l'outil inhérent à toute recherche entre les lendemains de la conquête de 1830 et la fin de la présence française en Algérie en 1962. Modèle de présentation tenant compte des articles et livres publiés sur la question des deux rives de la Méditerranée, la bibliographie est complétée par une liste exhaustive relative aux archives algériennes de la France coloniale. La typologie des archives comprend aussi les fonds privés, dont celui de Louis Rine, Henri de Guédon ou ceux d'autres personnages clés, tels le célèbre Ismaïl Urbain qui inspira à Napoléon III sa conception de l'hypothétique royaume arabe pour l'Algérie. Articulé en 8 chapitres, cet ouvrage offre une vision à la fois synthétique et précise du contenu de l'administration centrale en Algérie. Et ce, des premiers gouverneurs généraux sous l'uniforme au passage à l'administration civile après les révoltes de 1871 réprimées dans le sang. Les notes en bas de page, les références aux lois, décrets, arrêtés et circulaires donnent une lecture sereine de questions complexes, comme les réformes de 1876 dont Émile de Masserre, ministre de l'Intérieur, fut responsable. Tous les temps forts de la gestion centrale de l'administration coloniale sont soulignés, y compris ce qui concerne les délégations financières, les réformes de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le statut de l'Algérie en 1947 ou la départementalisation accrue sous la Ve République. À noter la judicieuse réflexion du prologue concernant l'impact de la guerre de libération sur la fin de la Quatrième République et les débuts de la Cinquième. L'auteur y explique comment, à l'initiative du gouvernement Guy Mollet, la fonction de gouverneur général est remplacée par celle de ministre résident en Algérie, Robert Lacoste, siégeant au Conseil des ministres, à celle des délégués généraux accompagnant la fin de la présence française. En fait, comme l'évoque Méhéni Akbal, il faut reconnaître que l'Algérie, gouvernement général, administration départementale et municipale, représentait une entité administrative qui certes relevait de Paris, mais qui en réalité n'était pas du tout la France. L'Algérie française n'a existé que pour les Européens. Il faut souligner cette aberration juridique, parce que le Senatus Consulte de 1865 séparait la nationalité de la citoyenneté, finalement accordée aux Algériens en 1958 par le général de Gaulle quand il était déjà trop tard. Qu'il me soit permis de dire combien je reste sensible à cette aide précieuse à la recherche puisque j'ai moi-même publié, sous l'égide du service historique de l'armée de terre, Vincennes, dans la série La guerre d'Algérie par les documents, 2 volumes, in quarto, tome 1, l'avertissement 10 février 1943 au 9 mars 1946, janvier 1990, 550 p. Suivi du tome 2, Les portes de la guerre, 10 mars 1946 au 31 décembre 1954, octobre 1998, 1085 p. Ce dernier volume comprenait une présentation de tous les services de renseignement, tant civils que militaires, et la reproduction in extenso de leur synthèse mensuelle. En outre, l'enquête rigoureuse de Méhéni Akbal s'inscrit dans l'ouverture prônée par le désormais célèbre rapport de mon collègue et vieil ami le professeur Benjamin Stora, publié en janvier 2021. Un chapitre recommande la création d'une commission Mémoire et Vérité, l'exploitation des archives ainsi que la coopération universitaire en matière d'histoire. Cet ouvrage me semble correspondre à cette invite dans son rôle de passeur, entre les générations pour une histoire des passionnés. En bref, l'œuvre de Méhéni Akbal constitue un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Elle rappelle que le temps des historiens, le temps long, est celui de la sérénité de la recherche qui fait fi des vaines querelles mémorielles. Aix-en-Provence, 25 novembre 2021. Jean-Charles Geoffray. Professeur émérite d'histoire contemporaine. Ancien directeur du département d'histoire et du master d'histoire militaire comparée, défense et sécurité de Sciences Po Aix. Deuxième préface. Les morts gouvernent les vivants, disait Auguste Comte. À bien des égards, les archives sont le pilier de cette gouvernance. Témoins auxquels on fait appel pour reconstituer l'histoire, elles peuvent tout autant en tant que témoins faire peur et devenir gênantes. En effet,
Nous voulons bien être gouvernés, mais dans les limites de notre confort et de nos libertés. 130 années de colonisation française en Algérie ont certainement façonné l'histoire présente. Mais cette histoire étendue, passablement ignorée, parfois même réfutée. Il faudra pourtant bien la reconstituer dans ses faits indéniables, pour qu'elle soit libératrice et fondatrice d'un futur encore espéré. C'est tout l'intérêt de l'ouvrage de Méhéni Akbal qui apporte une contribution indéniable à l'objectif de l'écriture de l'histoire coloniale, sur une base résolument objective, débarrassée des stigmates, que ne devraient plus porter les rédacteurs présents d'un passé qui gouverne le présent. Pour cela, il faudra donner à la mémoire sa juste mesure car il n'est d'intérêt, comme le décrit Paul Ricoeur, de souffrir ni de trop de mémoire ni d'un défaut de mémoire. Les morts qui gouvernent sont nos ancêtres, qui substituent, pour reprendre Kateb Yassine, leur drame éternisé à notre juvénile attente. Une attente qui ne pourra vraisemblablement se satisfaire qu'une fois le passé ramené à sa demeure, pour que les morts reposent de leur juste repos. Il faudra pour cela rappeler cette part de mémoire contenue dans les archives qui en 1962 ont quitté l'Algérie emmenée par le colonisateur, après en avoir jugé l'inestimable valeur. Car l'enjeu de cette documentation n'est pas seulement historique, il est politique, voire simplement citoyen. Cet enjeu pourtant avait échappé à la délégation algérienne, qui avait négocié les accords d'Évian. L'objectif à ce moment était l'indépendance et l'intégrité territoriale. L'on s'est rendu compte par la suite que les archives étaient bien une part importante de la souveraineté retrouvée. En effet, autant pour l'État que pour les individus, les archives sont la preuve de faits et d'événements passés avec les conséquences qui pourraient découler de ces événements. Car si elles sont bien la matière première du travail d'historien, elles représentent dans le même temps pour de nombreux citoyens un recours salutaire lorsqu'il s'agit de faire valoir certains droits, ou pour la reconstitution d'histoires familiales. Mais cet usage reconnu est largement motivé et contrecarré par l'enjeu politique, échappant ainsi aux praticiens des archives, dont la cohérence scientifique a très peu d'influence dans un contexte où l'histoire coloniale ne peut encore, pour citer Benjamin Stora, éviter les regards vigilants de mémoire exigeante et parallèle. Le travail d'historien est chahuté par des revendications mémorielles qui très souvent ne sont pas documentées ou s'appuient plus rarement sur une documentation en friche, car son exploitation en termes archivistiques est très peu performante. Car même si cette documentation a bien fait l'objet d'un traitement archivistique, il reste que sur un plan strictement technique un problème se pose, celui de l'unité du fond. Car ces archives sont réparties entre l'Algérie et la France, suite aux différents accords entre ces deux pays. Il faut à ce point rappeler une notion fondamentale de la pratique archivistique, celle du respect du fond selon laquelle les archives doivent être préservées selon leur ordre primitif. Autrement dit, leur éviter toute dispersion qui serait une entrave à leur bonne exploitation. Il semble pourtant que pour le fond dont il est question, cette unité n'est plus possible. Faut-il s'en inquiéter ? Les archivistes qui ont plus d'une clé dans leur boîte à outils préconisent un autre principe de gestion, celui de la pertinence. Exact opposé à celui de l'unité de fond, il se veut une méthode de classement où les archives sont regroupées par sujet indépendamment de leur producteur ou de leur provenance. Pour ce faire, certains préconisant un inventaire bilatéral des sources conservées de part et d'autre de la Méditerranée. Cela pourrait être une solution, quoique insuffisante à la dispersion du fond, en attendant un problématique rapatriement que les spécialistes appellent de leur vœu. Dans l'absolu, ce rapatriement semble représenter la solution légitime au regard de la cohérence technique, car l'unité du fond est bien corroborée par le principe de territorialité qui plaide pour la conservation des documents dans les lieux mêmes où ils ont été produits. En attendant, l'on sait de manière assez précise et l'ouvrage de Méhéni Akbal vient de le confirmer que ces archives d'une dizaine de kilomètres linéaires, qui sont le produit résiduel de l'administration française en Algérie entre 1830 et 1962, tracent avec détail et indices probants cette période mouvementée de l'histoire d'Algérie. Le tracé de l'évolution de l'administration coloniale donne, au sens du record management, une forme de traçabilité de la production archivistique et son corollaire, les faits et les événements justificatifs de cette production ou qui lui seraient associés. Véritable travail d'historien et outil d'un grand intérêt pour les archivistes,
Le livre de Méhéni Akbal nous permet même d'entrevoir la composition, un peu le contenu, de cette documentation. Elle serait le reflet de cette administration qui tout au long de son existence, n'aura pu asseoir une stabilité durable. Évoluant inlassablement au gré des restructurations métropolitaines, mais aussi en raison de facteurs d'instabilité interne, les changements de l'administration française en Algérie offrent une idée assez précise pour un archiviste ou un historien, du contenu des archives dont le rapatriement vers leur lieu de production se heurte à des problèmes multifactoriels où l'appréhension de l'inconnu ne serait pas des moindres. Par ailleurs, la description précise en termes de collection est connue tout comme sont connus les fonds réclamés par l'État algérien. Ce sont les archives reçues et ou produites par les administrations coloniales et qui se retrouvent en France suite à des transferts massifs effectués entre 1961 et 1962. Le livre de Méhéni Akbal apporte un éclairage nouveau sur les formes et le contenu de ces archives. Il révèle notamment que la grande part de cette documentation serait d'un intérêt tout relatif, et que seuls des historiens avisés pourraient, dans cette masse de 10 km linéaires de documents, trouver la pièce qui servirait à combler les vides, encore nombreux, de cette période de l'histoire. Et même si ces archives sont pour l'essentiel ouvertes, elles ne le sont pas toutes. Elles restent un des points de discorde essentiels entre l'Algérie et la France. Il est intéressant d'observer qu'il est plus simple de rapatrier les crânes de citoyens tués lors de la conquête du pays, que de restituer des archives dont la véritable exploitation reste un projet encore à venir. Abdelkrim Abdoun, professeur intervenant à l'Université d'Alger 2, campus de Bouzarea. Introduction. Par Archives algériennes de la France coloniale, il faut comprendre les documents quelle que soit leur date, leur forme et ou leur support matériel produit et ou reçu par l'administration coloniale et les structures qui en dépendaient, le gouvernement général de l'Algérie, ses départements et les différentes communes, entre 1830 et 1962 qui avaient été transférés en France entre 1961 et 1962. Représentant plus de 10 km linéaires, elles sont regroupées depuis octobre 1966 aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence où est également conservée la plus grande partie des archives des anciennes colonies françaises de l'île de Bourbon à Djibouti, des Indes à l'Afrique occidentale française et à l'Indochine. Les archives des anciens protectorats sont par contre détenues par le Quai d'Orsay. Par administration centrale, il faut comprendre les différentes formes de pouvoir qui avaient présidé aux destinées de l'Algérie entre 1830 et 1962. Elle en avait connu les suivantes. 1. Les commandants militaires de juillet 1830 à juillet 1834. Un commandant en chef de l'armée d'expédition. Un commandant en chef de l'armée d'Afrique. Un commandant la division d'occupation d'Afrique. 2 commandants en chef le corps d'occupation d'Afrique. 2. 5 gouverneurs généraux des possessions françaises dans le nord de l'Afrique de juillet 1834 à avril 1845. 3. 10 gouverneurs généraux de l'Algérie d'avril 1845 à juin 1858. 4. 2 ministres de l'Algérie et des colonies, de juin 1858 à novembre 1860. 5. 4 gouverneurs généraux de l'Algérie de novembre 1860 à octobre 1870. 6. Un gouverneur général civil des 3 départements de l'Algérie. 7. 2 commissaires extraordinaires de la République, de novembre 1870 à mars 1871. 8. 29 gouverneurs généraux de l'Algérie de mars 1871 à février 1956. 9. 3 ministres résidents entre février 1956 et juin 1958. 10. 3 délégués généraux entre juin 1958 et mars 1962. 11. Un haut-commissaire du 19 mars 1962 au 3 juillet 1962. Il fut chargé, conformément aux clauses des accords d'Évian et suite au référendum d'autodétermination tenu le 3 juillet 1962, de transférer le pouvoir à l'exécutif provisoire de la République algérienne. Il convient de préciser que, de 1830 à 1870, exception faite de la période allant de juin 1858 à novembre 1860,
l'administration centrale de l'Algérie relevait du ministère de la Guerre et à partir de cette date jusqu'en 1956, elle fut placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. En 1956, l'Assemblée nationale vota les pouvoirs spéciaux au gouvernement Guy Mollet. Cette dépendance concernait pratiquement tous les aspects. Elle touchait le politique, l'administratif, le juridique, le socio-économique, le culturel, l'éducatif, le religieux, le cultuel, etc. Tous les services d'Alger étaient projetés au niveau de la tutelle métropolitaine. À titre d'exemple, la restructuration du ministère de l'Intérieur de 1949 donna lieu à de configurations nouvelles de ces services dont les attributions furent redéfinies. La sous-direction de l'Algérie dépendait d'une instance, appelée Service de l'Algérie et des départements d'outre-mer, qui était rattachée au cabinet du ministre. Elle était subdivisée en 3 bureaux dont les attributions furent clairement définies. Le 1er novembre 1954. Déclenchement de la guerre de libération qui fut structurée et organisée par le congrès de la Soumam tenu dans la clandestinité en août 1956. En réponse, un secrétariat d'État aux affaires algériennes fut créé et confié à Marcel Champey dans le gouvernement Guy Mollet du 1er février 1956 au 21 mai 1957. Cette instance devint ministère de l'Algérie dans les gouvernements Maurice Bourgès-Monory, 12 juin 1957 au 30 septembre 1957, Félix Gaillard, 6 novembre 1957 au 15 avril 1958, Pierre Pfelimelin, 13 mai 1958 au 28 mai 1958, Charles de Gaulle, 1er juin 1958 au 8 janvier 1959. Dans les 2 premiers, ce fut Robert Lacoste qui fut nommé à sa tête et dans le 3e André Mouter. Dans ceux de Charles de Gaulle, ce fut lui-même qui cumulait les responsabilités de la présidence du Conseil, des ministères de la Défense nationale et de l'Algérie jusqu'à son investiture dans les fonctions de président de la République. Par ailleurs, il importe de souligner que dès son retour au pouvoir, de Gaulle réorganisa les services de l'hôtel de Matignon. À côté du cabinet du chef du gouvernement, il créa un secrétariat général pour les affaires algériennes dont les attributions se déclinèrent comme suit. Préparer les décisions gouvernementales se rapportant à l'Algérie, assurer, en coopération avec le délégué général du gouvernement en Algérie, l'instruction et l'aboutissement des affaires nécessitant des décisions du pouvoir central, centraliser les rapports entre le délégué général et les administrations métropolitaines, suivre l'apostrophe. Exécution des décisions gouvernementales relatives à l'Algérie. Relevé du secrétaire général aux affaires algériennes, les structures ci-après. Un cabinet et un bureau du cabinet, une mission d'étude, la direction des affaires d'Algérie, le fonds d'équipement de l'Algérie, l'office administratif de l'Algérie, les services et organismes publics d'information, de presse, de propagande et d'action économique dépendant antérieurement du ministère de l'Algérie et fonctionnant à Paris, le commissariat à l'industrialisation de l'Algérie. Le secrétaire général pour les affaires algériennes avait reçu délégation générale du président du Conseil des ministres pour signer, en son nom, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions entrant dans le cadre des attributions suscitées. Il était suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur de son cabinet. En substance, retenons qu'en 1956, les attributions du ministre de l'Intérieur furent transférées au président du Conseil qui les délégua, à son tour, à un secrétaire d'État placé sous l'autorité du ministre de l'Algérie qui hérita de toutes les attributions du gouverneur général. Après le 13 mai 1958, 2 décrets furent promulgués à 20 jours d'intervalle. Celui du 9 juin par le pouvoir duquel furent transférées les attributions du ministre de l'Algérie au président du Conseil. Ce dernier était assisté d'un secrétaire d'État aux affaires algériennes. Et celui du 28 juin, qui confia les attributions exercées auparavant par le gouverneur général à un délégué général du gouvernement de la République en Algérie. Précisons aussi qu'entre le 14 juin 1830 et le 3 juillet 1962, la France avait mené en Algérie de nombreuses et différentes politiques. Cet état de fait est justifié par de nombreuses raisons. Les plus importantes sont 1. Les changements de régime constitutionnel. Elle en avait connu 6. 2. Les grands événements mondiaux et européens, les plus importants étant
la guerre franco-allemande de 1870, celle mondiale de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, la crise économique de 1929. Cependant, une idée maîtresse avait présidé durant toute cette période. L'Algérie avait toujours été considérée comme une entité à part entière. Elle n'avait jamais relevé du ministère de la Marine ou du ministère des colonies, comme le furent les autres colonies françaises. Les archives algériennes de la France coloniale constituent un terrain de recherche et d'investigation d'une extrême richesse où de nombreuses approches y sont également applicables. C'est dans cette optique que cet essai prend toute sa signification et sa dimension cognitive. Poursuivant un double objectif, d'une part, nuancer le discours des tenants de l'idée selon laquelle les contenus de ces archives sont compromettants et susceptibles de toucher à la sécurité et à l'honneur des personnes et des familles, et d'autre part, plaider pour l'investissement d'une nouvelle voie de recherche, celle d'une psychosociologie des productions documentaires et paperassières. Nous avons depuis quelques années consacré à cette thématique lancinante et grandiloquente une série d'essais. Le présent est le 5e du genre. Construits sur le même titre principal, 4 nous sont déjà publiés. Dans le premier, nous avons tenté de répondre à la question « Doit-on avoir peur des archives algériennes de la France coloniale ?» Dans le deuxième, qui en sont les producteurs ? Dans le troisième, nous avons essayé de comprendre un des plus gros producteurs d'archives, la commune. Le quatrième est consacré à l'administration départementale et aux services préfectoraux. Ici, sera tentée une évaluation de l'administration centrale de l'Algérie et ses services. Quelles sont les structures qui avaient été à l'origine de la production de ces archives ? Quelles étaient leurs fonctions et attributions ? Comment étaient-elles organisées ? Comment avaient-elles évolué ? Ce texte est divisé en 8 chapitres. Le premier rend compte de la genèse de l'administration centrale et de ses premières organisations. Le deuxième traite des nouveautés apportées à l'administration centrale par la Troisième République, notamment la primauté du civil sur le militaire. Le troisième examine les réformes de 1876 et celles de 1878, et l'expérience de la politique des rattachements initiée à partir de 1881. Le quatrième est consacré à l'abrogation des décrets de rattachement et à la fortification des pouvoirs du gouverneur général. Le cinquième porte sur l'institution des délégations financières et la création d'un budget spécial de l'Algérie. Le sixième recense les modifications apportées par l'arrêté du 30 mars 1909 qui réorganisa l'administration centrale du gouvernement général de l'Algérie. S'agit-il d'un texte de rupture ou de continuité ? Le septième recense les répercussions de la Deuxième Guerre mondiale sur les différents services de l'administration centrale. Le huitième se rapporte au fonctionnement, à l'organisation et à la configuration de l'administration centrale sous la 4e République. Un prologue consacré à la guerre de libération et ses incidences sur l'administration centrale le clôt. 1. Les premières organisations de l'administration centrale. En juin 1830, les troupes d'occupation françaises commandées par le général Bourmont débarquèrent à Sidi Fredj. Elles obtinrent la capitulation d'Alger le 5 juillet. La France était en ce moment-là frappée par une crise politique aiguë. 3 semaines après la prise d'Alger, le roi Charles X fut renversé. Un nouveau régime commença. Il s'agissait de la monarchie de Juillet. Tous les pouvoirs étaient centralisés entre les mains d'un chef militaire. En Algérie, le pouvoir fut confié les 4 premières années à des commandants militaires. Cette période fut décisive. La France coloniale y avait mis en place de nombreuses institutions, et certaines d'entre elles restèrent définitivement malgré les changements de régime et de politique. L'ordonnance royale du 22 juillet 1834 organisa les possessions françaises en Afrique du Nord. Elle désigna un gouverneur général mis sous l'autorité du ministère de la Guerre. Il était assisté d'un intendant civil chargé de l'administration générale, de la police et des travaux publics, d'un procureur général en charge de la justice et d'un directeur des finances chargé des douanes, des domaines, de l'enregistrement et du timbre. L'Algérie était alors gouvernée par un régime juridique et législatif spécial. En d'autres termes, elle était régie par des ordonnances royales et non par les lois qui étaient en vigueur en métropole.
Le premier qui en avait assuré la gouvernance fut le général Jean-Baptiste Drouet d'Erlon, de 1834 à 1835. Il fut à l'origine de la création des bureaux arabes et de l'introduction du régime municipal. En 1838, l'intendant civil fut remplacé par un directeur de l'intérieur. À partir de 1844, des changements intervinrent sur le plan financier. Les recettes et les dépenses de l'Algérie furent intégrées dans le budget de l'État. En 1845, Louis-Philippe prit une ordonnance portant réorganisation administrative et territoriale de l'Algérie. Elle divisa l'Algérie en 3 provinces, Alger, Oran et Constantine. Chaque province fut subdivisée soit en arrondissements, cercles et communes, soit en califats, agaliques, caïdas et cheikats. Étaient distingués dans ces circonscriptions, suivant l'état des localités et le mode d'administration qu'elles comportaient, les territoires civils, les territoires mixtes et les territoires arabes. Les territoires civils furent ceux où une population civile européenne était nombreuse, pour que tous les services publics y soient ou puissent y être complètement organisés. Les territoires mixtes furent ceux où la population civile européenne, encore peu nombreuse, ne comportait pas une complète organisation des services publics. Les territoires arabes furent ceux situés soit sur le littoral, soit dans l'intérieur du pays, qui n'étaient ni mixtes ni civils. Les territoires civils étaient régis par le droit commun, tel que la législation spéciale de l'Algérie le constituait, et sous la réserve des dispositions particulières relatives aux indigènes qui habitaient ces mêmes territoires. L'administration y était civile. Les Européens étaient libres d'y former des établissements de toute nature, d'y acquérir et d'y vendre des immeubles. Les territoires mixtes étaient soumis à un régime administratif exceptionnel. Les autorités militaires y remplissaient les fonctions administratives, civiles et judiciaires. Les Européens ne pouvaient y former des établissements, y acquérir et y vendre des immeubles que dans les limites déterminées par le ministre de la Guerre sur la proposition du gouverneur général. Les territoires arabes étaient administrés militairement. Les Européens n'étaient admis à s'y établir que dans un but d'utilité publique, et en vertu d'autorisations spéciales et personnelles accordées par le gouverneur général, le directeur des affaires arabes entendu. Les Européens autorisés à s'établir sur les territoires mixtes et arabes étaient soumis au régime administratif de ces territoires. Les tribus arabes, quels que soient les territoires qu'elles occupaient, restaient soumises à l'autorité militaire. Louis-Philippe confia le commandement général et la haute administration à un gouverneur général investi des pouvoirs civils et militaires. Il était nommé par le roi et exerçait ses attributions sous les ordres directs du ministre de la Guerre par l'intermédiaire des autorités civiles, judiciaires et militaires. Le gouverneur général était assisté d'un directeur général des affaires civiles, de directeurs des services administratifs, d'un conseil supérieur d'administration et d'un conseil du contentieux. Les directeurs et les chefs des services administratifs étaient le procureur général, le directeur de l'intérieur et des travaux publics, le directeur des finances et du commerce et le directeur central des affaires arabes. Ils étaient nommés par le roi sur la proposition du ministre de la Guerre. Le gouverneur général avait de nombreuses attributions. Il avait sous ses ordres immédiats les troupes de toute arme employées en Algérie, françaises, étrangères et indigènes, régulières et irrégulières. Il disposait également, lorsque les circonstances l'exigeaient, des milices urbaines et rurales. Il était chargé de la défense intérieure et extérieure de l'Algérie. Il veillait à la bonne et prompte distribution de la justice, dans la limite des juridictions et des compétences. Il assurait à chacun le libre exercice de son culte et de ses droits, et maintenait à chaque autorité son rang et l'exercice de ses attributions. Il pourvoyait directement aux mesures de haute police, à l'égard des personnes dont la présence serait reconnue dangereuse pour l'ordre et la sécurité publique. Il saisissait le Conseil supérieur de l'administration des affaires qui devaient lui être soumises, et le Conseil du contentieux de celles dont l'examen pouvait ou devait lui être déféré à titre consultatif. Il transmettait avec son avis au ministre de la Guerre les délibérations des 2 conseils. Il faisait promulguer les ordonnances et autres actes du gouvernement, et assurer leur exécution par les autorités dont ces actes exigeaient le concours. Il arrêtait provisoirement, en Conseil supérieur d'administration,
les budgets et les états de répartition de crédits et comptes administratifs avant de les soumettre au ministre de la Guerre à qui il soumettait les propositions de nomination, d'avancement ou de révocation relatives aux fonctionnaires et agents de l'ordre administratif dont il assurait l'administration. Il pourvoyait provisoirement à l'intérim, soit du directeur général, soit des chefs de service, et en rendait compte immédiatement compte au ministre de la Guerre qui statuait. En cas d'absence du chef-lieu du gouvernement ou d'empêchement momentané et lorsqu'un intérimaire n'était pas nommé, le gouverneur général était suppléé, pour les affaires politiques et militaires, par l'officier général investi du commandement intérimaire et, pour les affaires administratives, par le directeur général des affaires civiles. En cas de décès du gouverneur général ou de son absence hors de l'Algérie, l'officier général du grade le plus élevé et le plus ancien dans ce grade était investi de ses pouvoirs de gouverneur général et en exerçait les fonctions. À partir de septembre 1847, une direction des affaires civiles fut créée dans chaque province et la loi métropolitaine du 18 juillet 1837 sur les communes y fut appliquée. Chaque commune était ainsi pourvue d'un conseil municipal nommé par le roi. Un quart de ses membres étaient composés de musulmans autochtones, de juifs autochtones ou carrément d'étrangers vivant en Algérie. Les trois quarts étaient bien entendu des Français d'Algérie. La Révolution de février 1848 entraîna l'abdication de Louis-Philippe, qui prit le chemin de l'exil. La Deuxième République fut proclamée et passa sous le contrôle des républicains modérés suite aux élections des 23 et 24 avril. L'ensemble des préfets furent révoqués. La Chambre des députés fut dissoute et celle des pairs dispersée. La liberté de la presse fut instaurée et une panoplie de journaux à bon marché vit le jour. La liberté de réunion fut étendue sans aucune restriction. La peine de mort pour délit politique fut abolie. Mais sur un autre plan, la Nouvelle République ne disposant pas des moyens économiques de sa politique sociale, tous déchantèrent. Une insurrection ouvrière éclata, une répression s'ensuivit. Bilan: des milliers de morts parmi les insurgés et les forces de l'ordre, des milliers d'arrestations, des exécutions sommaires, des condamnations à des peines de prison ou à la déportation en Algérie. Ce fut l'œuvre du général Eugène Cavaignac. Nommé gouverneur général de l'Algérie après la chute de Louis-Philippe, il fut rappelé à Paris suite à son élection à l'Assemblée constituante et devint ministre de la Guerre. Investi de pouvoirs quasi dictatoriaux par l'Assemblée, il mena une répression sévère pour rétablir l'ordre. La Constitution de 1848 vint préciser le statut de l'Algérie qu'elle déclara partie intégrante de la France. Un arrêté du président du Conseil, chargé du pouvoir exécutif, instaura tout en gardant le découpage provincial une organisation administrative relativement similaire à celle qui existait en métropole. De nombreux changements apparurent au niveau organique, structurel et fonctionnel. Chaque province fut divisée en territoire civil et en territoire militaire, et ce fut le territoire civil de chaque province qui forma le département qui fut soumis au régime administratif des départements de la métropole, sauf les exceptions résultant de la législation spéciale de l'Algérie. Le territoire militaire par contre fut exclusivement administré par les autorités militaires. Le gouvernement général comprenait le commandement de toutes les forces militaires et la haute administration, et se composait d'un gouverneur général fonctionnant sous l'autorité et les ordres du ministre de la Guerre, et d'un conseil de gouvernement. Nommé par le président du conseil, sur la proposition du ministre de la Guerre, le gouverneur général administrait par l'intermédiaire des commandants militaires toutes les portions du territoire de l'Algérie classées en dehors du département, et était assisté d'un secrétaire général du gouvernement, nommé également par le pouvoir exécutif, qui était chargé de la préparation et de l'expédition des affaires administratives attribuées au gouvernement général. Il était également assisté du conseil de gouvernement, dans l'examen de toutes les affaires qui intéressaient la haute administration de l'Algérie. Il donnait son avis sur différentes matières et divers objets clairement énumérés. En ce qui concernait le gouvernement, il était requis sur ce qui suit: 1. Les projets de décrets et d'arrêtés relatifs à l'administration générale de l'Algérie. 2. Les règlements généraux d'administration et de police administrative. En ce qui concernait le département et les territoires soumis au régime militaire, il était consulté sur 3.
L'établissement, la suppression ou la modification des impôts, taxes et revenus généraux. 4. Les tarifs de toute nature et les règlements y relatifs. 5. Les mesures concernant les intérêts généraux de la colonisation, de l'agriculture et du commerce. 6. Le mode d'exploitation des bois et forêts de l'État, concession des mines et salines. 7. Les projets d'aliénation et d'échange des immeubles appartenant à l'État. 8. L'acquisition d'immeubles pour compte de l'État. 9. L'ouverture et le tracé des routes exécutées et entretenues aux frais de l'État, ou intéressant plusieurs provinces. 10. Les travaux à exécuter au compte de l'État, plan, devis et mode d'exécution desdits travaux, lorsque la dépense qui devait en résulter excédait 10 000 francs. 11. Les marchés et les fournitures à faire au compte de l'État, lorsque la dépense qui devait en résulter excédait 10 000 francs. 12. La préparation du budget de la guerre, en ce qui concernait les recettes et dépenses d'administration générale en Algérie. 13. La répartition entre les 3 provinces des crédits législatifs, votés pour les dépenses civiles. 14. La répartition et la sous-répartition des fonds provenant, soit de l'octroi de mer, soit de l'impôt arabe et de tous autres produits généraux applicables aux dépenses d'utilité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.